Donc bienvenue à ce nouveau point presse du ministère des Armées et des Anciens Combattants. Au programme de ce jeudi, je commencerai avec un point sur les actualités du ministère des Armées et des Anciens Combattants. Nous passerons ensuite au focus thématique qui portera cette semaine sur la formation dispensée par l'armée de terre au profit d'une brigade ukrainienne dans le Grand Est. Et à ce titre, nous accueillons le général de division Damien Waller, sous-chef opération aéroterrestre de l'état-major de l'armée de terre. Il offrira une mise en perspective de l'appui apporté par l'armée de terre aux forces ukrainiennes depuis février 2022. Puis, le colonel Guillaume Vancina effectuera un point de situation sur les formations dispensées à la brigade ukrainienne dans le Grand Est et le colonel sera avec nous en visioconférence. Enfin, le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées, fera un point sur les opérations militaires françaises. Donc je débute les actualités en rappelant le succès, ce 8 octobre, du premier tir de développement du missile Aster 30B1 de nouvelle technologie. Il a été réalisé par la Direction générale de l'armement sur le site DGA Essai de missiles à Biscarrosse, en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et d'Emmanuel Kiva, délégué général pour l'armement. Le missile Aster 30B de nouvelle technologie est destiné à équiper le futur système de défense solaire franco-italien de nouvelle génération, dit SAMP-TNG. Il intégrera aussi les plateformes navales françaises et italiennes équipées de systèmes de défense anti-aérienne. Le système SAMP-TNG doit assurer à terme la protection du ciel face aux menaces aériennes. Et je vous propose un retour en images sur ce lancement. Vous allez bien? Italienne et aussi à l'armée de l'air française. 3, 2, 1, tir autorisé. Ce même jour, un autre acteur incontournable de notre défense a été mis en lumière. Les forces aériennes stratégiques ont en effet célébré les 60 ans de leur première prise d'alerte avec le décollage d'un Mirage 4 porteur d'une bombe nucléaire le 8 octobre 1964. À cette occasion, le ministre des Armées et des Anciens Combattants s'est rendu sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier pour honorer les aviateurs des FAS. Ceux-ci doivent être dotés de Rafales modernisés portés à un nouveau standard dit F5. Capables d'emporter le futur missile nucléaire ASN 4G, ces Rafales permettront aux aviateurs de faire face aux menaces des décennies 2030 à 2040. Notre armée de l'air et de l'espace célèbre aujourd'hui, à 15h, un autre anniversaire. Ce sont les 30 ans du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, soit le CDAOA, situé sur la base aérienne 942 de Lyon-Montverdun. Le CDAOA est essentiel à la conduite des opérations aériennes conventionnelles à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national. Le centre joue aussi un rôle primordial dans la défense aérienne du territoire national, en particulier à travers sa mission de police du ciel. Nous célébrons également aujourd'hui la création du CAPCODA, Centre air de planification et de conduite des opérations et de défense aérienne. Ce centre, fruit de la fusion de deux structures existantes, est destiné à appuyer le CDAOA dans ses missions en réalisant la planification des opérations. Le CAPCODA sera lui aussi localisé sur la base aérienne 942 de Lyon-Montverdun. Notre marine commémore quant à elle le 15 octobre prochain les 110 ans de la bataille de Dixmude en Belgique. Une centaine de fusiliers marins, des membres de l'équipage de la frégate de défense et d'intervention Amiral Renard et le Bagdad de l'Anbiway participeront à la cérémonie de commémoration. Elle sera présidée par le capitaine de vaisseau Gaëtan Guéraud, commandant l'école des fusiliers marins et commando marine. Dixmude représente un tournant majeur de la Première Guerre mondiale par leur résilience, leur combativité et leur capacité à durer sur le terrain. Les fusiliers marins français ont arrêté l'avancée allemande et protégé Dunkerque. Je poursuis avec deux exercices opérationnels. Le premier,
du 14 au 25 octobre un exercice de certification opérationnelle de l'escadre aérienne d'appui aux opérations. Se déroulera sur la base aérienne 120 de Cazaux. Forte de plus de 300 aviateurs, cette escadre appuie le déploiement des forces aériennes à travers l'installation en tout temps, en tout lieu et en toutes conditions de base aérienne projetée. Cet exercice permettra d'évaluer le savoir-faire de l'un de ces escadrons et celui-ci aura pour mission de mettre en place les différentes composantes d'une base aérienne projetée, c'est-à-dire une zone vie, une zone opérationnelle et une zone technique pour la production d'énergie. Deuxième exercice mené cette fois par l'armée de terre. Depuis lundi jusqu'au 18 octobre, les spécialistes en guerre électronique du 54e régiment de transmission sont mobilisés dans le cadre de l'exercice Hierax. Le 54e régiment de transmission est l'un des régiments de guerre électronique de l'armée de terre. Cet exercice permet d'entretenir des savoir-faire uniques en matière d'interception, de localisation et de brouillage. L'exercice sera ouvert à la presse le 15 octobre dans l'après-midi et pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du Serpataire. Restons sur les enjeux de technologie maintenant avec l'école polytechnique à Palaiseau qui accueille les 16 et 17 octobre prochains les journées de l'Agence nationale du numérique de défense. Ces journées ont vocation à faire connaître les métiers et les enjeux du numérique et l'objectif est de susciter l'intérêt des élèves ingénieurs à travers de nombreuses rencontres, tables rondes, ateliers ou encore des débats. Cet événement associe tous les acteurs du ministère, la DIRISI, la DGNUM, le ComCyber, les armées, directions et services, ainsi que les entités gouvernementales, comme par exemple l'ANSSI et des entreprises issues également du secteur privé. Autre rencontre, les 15 et 16 octobre, l'école du Val-de-Grâce accueillera 35 nations lors de la conférence internationale Paris Special Operations Forces Combat Medical Care. Cette deuxième édition imaginera le futur de la médecine pour les forces spéciales. La conférence a ainsi vocation à partager les innovations, les connaissances et les savoir-faire sur des sujets cruciaux tels que la prise en charge des hémorragies, les soins médico-psychologiques ou encore les soins en conditions extrêmes. Et pour plus d'informations, vous pouvez également vous rapprocher du service de santé des armées. Autre conférence en Grèce, cette fois, c'est 9 et 10 octobre. Le général d'armée aérienne Jérôme Bélanger, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, participe à la conférence annuelle des chefs d'état-major des armées de l'air européennes, EURAC 2024. Lors de ce forum, le CMAE et plus de 20 de ses homologues européens échangent autour de 3 sujets majeurs. Le bouclier de défense aérienne européen, les enjeux de sécurité régionale et la sécurité énergétique en Europe. L'objectif est d'améliorer la coopération et l'efficacité des forces aériennes européennes dans un contexte de retour de la guerre de haute intensité sur le continent. Retour en France avec un autre événement. Le 12 octobre débuteront les journées nationales des réservistes sur le thème « Fiers de nos réservistes d'hier et d'aujourd'hui ». Jusqu'au 12 novembre, de nombreux événements sont organisés partout en France et en Outre-mer pour mettre en lumière les réservistes et faire connaître la réserve opérationnelle. Aujourd'hui, ce sont plus de 82 000 hommes et femmes qui sont engagés en parallèle de leur vie professionnelle comme réservistes opérationnels. Ils renforcent par leur engagement citoyen la cohésion nationale et la résilience de la nation. Vous pouvez retrouver l'ensemble des éléments d'information sur le site internet de la Garde nationale. Enfin, je termine avec une actualité culturelle. À partir du 16 octobre et ce jusqu'au 26 janvier 2025, vous pourrez découvrir l'exposition En solitaire autour du monde au Musée national de la Marine à Paris. L'exposition proposera de suivre un tour du monde en solitaire en monocoque. Le tracé est inspiré du Vendée Globe à travers une approche à la fois chronologique et scientifique. Ce sont plus de 270 pièces qui seront présentées dans l'exposition, notamment des maquettes, des objets de navigation ou encore des tenues.
Et pour plus d'informations, je vous encourage à vous rapprocher du musée de la Marine nationale à Paris. À Paris. Cette semaine, nous avons consacré notre focus à la formation dispensée par l'armée de terre au profit d'une brigade ukrainienne dans le Grand Est. Le 24 février 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie est devenue l'une des plus graves violations de l'ordre de sécurité européen depuis des décennies. Et face à cette agression injustifiable, la France soutient résolument, depuis plus de 2 ans, la nation ukrainienne. Ce soutien s'exprime dans de multiples domaines, humanitaires, diplomatiques, mais également militaires. Et la France fournit de façon continue un soutien adapté aux besoins exprimés par les forces armées ukrainiennes. Les armées françaises dispensent ainsi des formations complètes, cohérentes et adaptées, et elles s'effectuent dans un cadre structuré et mutualisé par la mission d'assistance militaire de l'Union européenne en soutien à l'Ukraine, EUMAM. La formation d'une brigade ukrainienne par la France sur son territoire illustre de nouveau cette détermination à soutenir de manière décisive les forces armées ukrainiennes. Et je n'entre pas plus dans le détail pour laisser maintenant la parole au général de division Damien Waller. Donc le général de division Damien Waller, le sous-chef opération aéroterrestre de l'état-major de l'armée de terre, ici à Balard. Et je vais vous parler à 2 voix avec le colonel Vancina, qui est le chef d'état-major de la task force dans le Grand Est, qui assure concrètement cette action de formation qui va être en ligne. Mais d'abord, quelques images. Щоб не зачепити, ні. Це ситуація dangereuse. Voilà quelques illustrations donc, de ce que nous faisons. Bon, comme cela a été annoncé par le président de la République le 6 juin dernier, la France s'est engagée à former et équiper une brigade des forces armées ukrainiennes sur son sol, une brigade dite de régénération. Donc sous l'autorité de l'état-major des armées, l'armée de terre, appuyée bien sûr par toutes les directions et services, et c'est important parce que c'est quand même une opération logistique d'envergure, a préparé cette mission ambitieuse pendant tout l'été, en pleine période des Jeux Olympiques, pour être au rendez-vous dès début octobre, donc dès la semaine dernière. Pour ça, nous sommes en lien permanent et direct avec notre partenaire ukrainien pour correspondre évidemment à son besoin. De quoi a-t-il besoin ? Donc cette formation, pour nous, c'est une continuité, c'est un pas en avant par rapport à tout ce qu'on fait déjà depuis le début du conflit, comme l'a dit Madame la directrice. Nous formons dans nos écoles spécialisées des stagiaires de différentes spécialités à haute valeur ajoutée, notamment par exemple le déminage, la logistique ou le secourisme de combat. Nous formons des compagnies d'infanterie en France déjà depuis quelques années. Et puis nous formons en Pologne, aussi dans le cadre de EUMAM, des bataillons d'infanterie des forces armées ukrainiennes. Et tout ça, ce sont des unités cohérentes qui peuvent être engagées dans la foulée au combat. Nous sommes maintenant pour cette opération de formation de brigade qui est quand même un échelon important et un échelon supplémentaire, hein, parce que c'est quand même ce qu'on appelle une grande unité dans notre vocabulaire. Nous sommes entrés dans la phase de conduite de l'opération. Et la visite du président de la République, du ministre des Armées et des Anciens Combattants et de son homologue ukrainien hier sur le terrain ont montré toute l'importance qui était portée à cette action. Donc concrètement, de quoi s'agit-il ?
Nous formons pendant 2 mois, donc depuis début octobre jusqu'à fin novembre, près de 2000 soldats ukrainiens qui sont le cœur d'une brigade de régénération ukrainienne, que les Ukrainiens appellent la brigade Anne de Kiev, du nom d'une reine de France, épouse du roi Henri Ier, roi des Francs, au XIe siècle. Nous assurons quoi? La formation technique d'abord, tactique, du cœur des 3 bataillons d'infanterie de cette brigade, mais avec leurs appuis et leurs PC, leurs postes de commandement. J'y reviendrai notamment sur la partie formation des états-majors. Ça se passe donc dans des camps du Grand Est, du nord-est de la France, et puis certaines formations sont délocalisées dans d'autres centres parce que les infrastructures s'y prêtent mieux, comme par exemple le tir-canon à la MX-10RC. Pour faire ça, on a mobilisé 1500 soldats de l'armée de terre dans toutes les spécialités pour qu'on corresponde au mieux aux besoins qu'avaient exprimés les Ukrainiens. On a dédié des unités d'une brigade française pour faire ça, et même le général de la brigade française est présent aux côtés de son homologue ukrainien pour l'appuyer dans sa démarche de montée en puissance de sa brigade. Donc il est présent avec lui dans le Grand Est. Au-delà des instructeurs, donc je l'ai dit, de différentes spécialités, ce sont aussi des infrastructures, ce qu'on appelle les infrastructures de préparation opérationnelle qu'on a mis à disposition des forces armées ukrainiennes, qui sont nos infrastructures du meilleur standard. On en a aussi construit pour eux, dans le mois qui vient de se passer, avec notamment nos unités de génie travaux, des réseaux de tranchées, des points d'appui de compagnie qui ont été faits avec les spécifications de notre partenaire. Ils nous ont demandé exactement ce qu'ils voulaient pour qu'on puisse les entraîner dans les situations la plus concrètes possible, c'est-à-dire ce qu'ils vont retrouver sur le champ de bataille. Donc on a fait ça aussi. Et donc on leur met à disposition ces travaux qui sont nouveaux, et puis nos champs de tir de tout calibre. Le ministre des Armées a pu hier assister à une démonstration de tir de tout calibre, y compris d'artillerie de canon César sur les pas de tir qui sont mis à disposition, les villages de combat, les pôles explosifs, enfin bref, tout ce qu'on a de mieux en termes d'infrastructure, de préparation opérationnelle. Ensuite, un autre point clé, c'est que cette brigade, c'est un coup complet. C'est une approche globale, intégrée, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent sur les matériels qu'on leur cède et avec lesquels ils vont aller au combat. Et donc, c'est complet, c'est-à-dire qu'on leur apprend d'abord à se servir du matériel, c'est la première phase, mais le colonel Fonseca y reviendra. Ensuite, à l'entretenir, à s'en servir au combat et à assurer son soutien logistique. Donc, vous voyez, c'est une approche qu'on veut la plus globale possible. On ne veut pas que ce soit une action isolée. Ensuite, autre caractéristique de ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une approche intégrée de la formation. C'est-à-dire qu'on ne va pas former que des fantassins ou que des sapeurs du génie ou que des artilleurs. On le fait dans une première phase de façon séparée par spécialité. Et très vite, dès la deuxième phase, on regroupe ces différentes spécialités, dans ce qu'on appelle, nous, l'interarme, et on essaie de transmettre notre doctrine et nos savoir-faire à nos camarades ukrainiens en termes d'interaction et de synergie de tous ces systèmes d'armes pour qu'ils aient, après, sur le terrain, au combat, un effet décisif sur l'adversaire. C'est ça qui est important et c'est ce qu'on essaie vraiment de faire. Ensuite, on essaye de coller au plus près au retour d'expérience en temps réel des combats qui se déroulent en Ukraine. On prend en compte ce que nous demande le partenaire et leur retour d'expérience concret. On leur apporte évidemment notre doctrine, l'expérience du combat de nos soldats, mais on prend aussi en compte évidemment tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Et d'ailleurs, ils ont, avec leurs soldats en formation, ils ont amené en France, enfin, nous avons avec nous des mentors ukrainiens, vétérans, qui nous aident à encore être plus précis et plus concrets et plus réalistes dans notre formation et notre entraînement au profit de notre partenaire. Notre objectif, c'est bien que la brigade, elle soit formée
équipée avec le matériel français que nous leur cédons, et puis qu'elle ait une cohésion d'unité pour être immédiatement engageable au combat. Et enfin, et c'est mon dernier point, pour faire tout ça et pour vérifier tout ça et que ce soit concret, on monte des exercices avec eux, c'est-à-dire que c'est eux qui nous disent le scénario, on voudrait plutôt comme ça pour que ce soit plus réaliste. On monte des exercices avec eux à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de la compagnie, on sait faire parce que c'est ce qu'on fait déjà en France. Au niveau du bataillon, c'est ce qu'on fait aussi en Pologne avec la mission Gerfaut. Et puis maintenant, c'est un peu nouveau, c'est au niveau brigade. Et pour ça, on a demandé à notre école d'état-major, dont c'est le métier de monter des exercices pour les brigades françaises, de faire toute l'ingénierie de formation et de montage de ces exercices en lien direct avec nos partenaires ukrainiens. Donc pour nous, vous avez compris qu'on a vraiment une approche globale. L'idée, c'est de leur proposer le meilleur appui possible avec tout ce qu'on fait de mieux dans l'armée de terre. C'est une action d'envergure interarmée, parce qu'il y a tous les soutiens interarmés, notamment le commissariat, le service du commissariat, le service de santé des armées. C'est une opération logistique vraiment complète et interarmée. Je ne vais pas plus loin. Je propose de passer la parole au colonel Vancina, s'il est bien en ligne. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis le colonel Vancina, je suis chef d'état-major de l'ATF qui entraîne cette brigade N de Kiev. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit le général Wallard. Je vais essayer de rendre un peu concret certains aspects en vous présentant de manière générale comment les armées en fait se sont organisées pour livrer début décembre une brigade motorisée ukrainienne qui soit à la fois équipée, formée, entraînée et puis soudée. Ce dernier aspect étant évidemment très important puisque la cohésion au combat et les forces morales dont disposera cette brigade seront tout autant importantes que les formations techniques et tactiques que nous aurons pu dispenser. Une brigade que l'on rendra de fait à l'Ukraine début décembre, avant vraisemblablement une mise en condition finale et ensuite un engagement au combat. Alors, les préparatifs qui ont été menés en amont visaient à répondre à 4 enjeux initialement. Comme l'a dit le général, le premier enjeu, c'était de coller vraiment aux besoins du partenaire, avec ses propres standards, ses propres techniques, ses propres tactiques. Et pour ça, évidemment, on a échangé beaucoup dans la phase de montée en puissance pour savoir ce qu'ils attendaient et quels étaient leurs besoins. Le deuxième enjeu, c'était d'organiser l'accueil, ici en France, évidemment, sur des camps qui permettent d'abord d'accueillir 2300 soldats, plus 1300 de la force française qui les encadre, et puis des infrastructures de préparation personnelle qui soient suffisamment denses, intéressantes, réalistes. Donc ça, c'est ce que nous avions dans nos camps du Grand Est. Et puis il a fallu mettre sur pied également, pour organiser l'accueil, une task force française qui s'occupe évidemment des formations, avec un groupement de formation qui est dédié pour cela, où chaque niveau de commandement ukrainien trouve un homologue qui va l'accompagner pendant 2 mois, mais également un groupement qui s'occupe de la sûreté et puis de l'appui, c'est-à-dire de mettre à disposition les infrastructures de préparation opérationnelle, d'entretenir les chantiers, d'assurer la sécurité de l'ensemble des activités, puisqu'il y a beaucoup d'activités, évidemment, c'est très dense. Et puis un troisième groupement qui est un bataillon logistique, qui lui s'occupe complètement de l'ensemble du soutien intégré qui est fourni par la France et qui permet, comme vous en doutez, de nourrir, de transporter, de ravitailler en carburant, en munitions de tout type, etc. Voilà, le troisième enjeu pour la préparation, c'était évidemment de garantir la sécurité de cet ensemble, donc une manœuvre évidemment très importante qui est conduite dans ce domaine-là. Et puis enfin, le quatrième enjeu, c'était de rassembler le matériel français pour pouvoir mettre sur pied un parc d'entraînement spécifique qui corresponde à ce qui va être cédé à cette brigade au mois de décembre quand elle retournera en Ukraine. Voilà. Rassembler également les ressources logistiques, les allocations de munitions, les petits équipements qui sont soit prêtés, soit donnés définitivement. Voilà. Donc voilà comment s'est passée cette montée en puissance. Deuxième point que je souhaiterais aborder avec vous, c'est le partenaire. Qui est-il de fait? Donc c'est bien une brigade, c'est-à-dire un ensemble de plusieurs bataillons avec des unités interarmes également, qui est en régénération. Donc nous accueillons ici sur le territoire français 2300 hommes, avec des unités d'infanterie, principalement, 3 bataillons d'infanterie motorisés, mais également des unités de cavalerie légère qui seront équipées d'un MX-10RC, des unités d'artillerie qui seront formées sur César, des unités du génie, évidemment, des unités de défense surface-air qui seront formées sur le missile Mistral, Mistral 3, et puis des unités de soutien également, notamment du domaine médical. Voilà. C'est une brigade avec laquelle on constate en fait une forte proximité avec nos procédures et nos structures, in fine. Et il n'y a pas tant de différence que cela, même quand on part du constat initial, avec nos manières de travailler, même si évidemment, étant pour une partie des vétérans de cette brigade déjà confrontés au combat depuis plusieurs années, certains parfois depuis 2014, nous constatons qu'ils ont dû s'adapter très vite aux réalités du combat et des tactiques mises en œuvre dans ce théâtre d'opération. Donc on a évidemment aussi des choses à apprendre. Voilà. C'est aussi une brigade dont le personnel fait preuve d'une très grande motivation, que l'on a ressenti d'emblée, dès leur arrivée,
et une capacité de progression très importante, puisque après la phase d'observation initiale, où on commence les premiers cours sans trop savoir exactement quel est le niveau, on se rend compte qu'ils progressent très vite dans tous les stages que nous proposons. Donc ça permet d'aborder le troisième point, c'est le contenu de la formation. 3 principes dans cette formation. Le premier, c'est la progressivité. Nous avons affaire essentiellement à de jeunes soldats qui ont suivi une formation générale initiale, un peu comme nos soldats dans l'armée de terre. Donc progressivité qui est essentielle. Le deuxième principe, c'est un principe de réalisme. Donc comme l'a dit le général de division Wallart, nous faisons un effort dans l'ensemble de la simulation qui est autour de la formation. Et nous avons aussi créé de nouvelles infrastructures de préparation opérationnelle, notamment une zone complète qu'on appelle un hameau défensif, avec plus de 600 mètres de tranchées qui ont été creusées, aménagées, avec des postes de combat souterrains, des postes de commandement enterrés, voilà, qui permettent d'essayer de ressembler du mieux possible à ce que trouvera cette brigade ukrainienne quand elle arrivera sur le front à l'est de l'Ukraine. On a évidemment bénéficié de l'expertise des sapeurs du génie ukrainien. Donc de réalisme pour ce deuxième principe. Et le troisième principe qui est notre effort, c'est l'intégration interarmes. Vous savez que les unités aéroterrestres manœuvrent ensemble puisqu'elles produisent des effets différents. Et ce qui est important dans l'entraînement collectif de la brigade, c'est d'être capable de combiner ces effets pour avoir le maximum d'effets ensuite sur l'adversaire. Donc là, la formation, elle se déroule en 3 phases. Une phase individuelle qui dure 3 à 4 semaines, qui est en cours depuis maintenant le 25 septembre. Formation de spécialistes, nous formons d'abord des pilotes, et puis sur les différents engins que nous allons leur céder, le VAB, la MILC-ICRC, formation des équipages, sous tourelle notamment. Formation sur l'armement français, donc qui est cédé ou d'origine française, sur l'armement anti-char, missile Milan, sur l'armement de défense surfacière, comme je l'ai dit, le Mistral, des tireurs de précision, des éclaireurs pour les sections de reconnaissance, des sapeurs du génie, voilà. Et dans le même temps, une formation des états-majors, puisqu'une grande partie de la troupe ukrainienne n'est pas encore déployée. Formation des états-majors qui sont, hormis les stages individuels, seuls, et donc on a du temps avec eux pour faire des révisions tactiques, des révisions de procédures tactiques, de conception d'ordre, de conception de manœuvres sur carte, et qui permettent ensuite de les faire monter en gamme alors qu'ils sont encore au calme. Voilà. L'entraînement collectif débutera dans quelques temps, après l'arrivée de la deuxième partie, c'est-à-dire du gros des troupes qui ont été formées initialement en Ukraine. Et cet entraînement collectif, cette deuxième phase, visera à monter en gamme progressivement du groupe de combat de 10 hommes jusqu'au niveau du bataillon, 700 hommes qui manœuvrent ensemble. Et donc, il y aura évidemment, ce sera évidemment un peu le cœur de la formation. Et enfin, la dernière phase de formation, ce sera une phase de synthèse en fin de formation, à la fin du mois de novembre, dans laquelle des exercices de synthèse et d'évaluation seront conduits sur le terrain pour chacun des bataillons, avec ses renforts interarmes, et puis ensuite un exercice de poste de commandement du niveau de la brigade. Donc le commandant de brigade sera évalué avec son état-major son poste de commandement par la direction d'exercice ukrainienne. Voilà, donc c'est bien un coup complet que l'on livrera, comme l'a dit le général de division Wallart, et qui, comme vous l'imaginez, mobilise un très grand nombre de ressources de formateurs français, voilà, dans des domaines très variés, qui sont issus de nos unités opérationnelles aéroterrestres, mais aussi de nombreux services interarmés, et puis bien sûr de nos écoles de formation également, comme l'école d'état-major. Voilà. En synthèse, et pour terminer ce propos, il s'agit d'une programmation ambitieuse, comme vous pouvez l'imaginer, en 2 mois. Moi, ce que je constate sur le terrain, c'est que le partenaire répond présent, très clairement, avec une motivation incroyable, visible, très concrètement sur le terrain. Et puis, c'est enfin une mission opérationnelle pour nous, qui est riche de nombreux enseignements, à la fois pour nous, pour l'avenir, et sur nous-mêmes également. Voilà, je vous remercie. Bonjour, Laurence Defrano, Libération. Je voulais savoir, merci beaucoup, c'était ultra précis. Je voulais savoir combien de temps ça vous avait mis pour préparer tout ça. Alors on a commencé assez rapidement parce qu'en fait on a eu ça a été on a eu l'intuition de pouvoir faire cette offre et ça a rejoint un besoin exprimé par les Ukrainiens au printemps de régénérer des brigades de combat. Et donc ça s'est matérialisé au mois de mai, et puis ça a été annoncé par le président de la République, donc c'est devenu un ordre, et on a passé l'été à préparer ça. Donc on a 2 mois effectifs, et puis peut-être 1 mois de plus en planification. Donc très court, surtout en plein milieu des Jeux Olympiques. Donc ça a bien occupé nos états-majors pendant l'été. Bonjour, Mathieu Rabéchaud, AFP. 2300 personnels sont formés en France sur une brigade de 2500, le reste le sera en Ukraine. Quand est-ce que cette brigade Anne de Kiev sera opérationnelle au combat ?
Alors ça, ce sont des informations qui sont détenues par notre partenaire. On ne les connaît pas, et deux, on ne pourrait pas les donner. Mais ce qui est intéressant, c'est, je rebondis sur votre question pour dire que, effectivement, on forme le cœur de la brigade ici, les bataillons d'infanterie, leurs appuis et les états-majors. Et on va faire venir les états-majors de ce qui n'est pas formé en France, pour faire, dans la phase finale des exercices qu'a évoqué le colonel, des exercices de synthèse avec eux, avec leurs états-majors, pour que vraiment la cohésion complète de la brigade soit assurée, pour répondre à cet enjeu. Bonjour, Nicolas Kyoko du JDD. Est-ce que vous pouvez nous parler du profil de ces soldats? Est-ce qu'ils sont jeunes? Est-ce qu'ils sont un peu plus vieux? Et j'aimerais savoir aussi si vous les formez aussi dans le domaine du soutien. Alors, vous doutez bien que je ne peux pas rentrer dans le détail de certaines informations, bien sûr, parce qu'elles intéressent tout autant vous, nos amis, que le compétiteur. Alors, les profils sont très variés. Une grande partie sont des conscrits, mais il y a également des volontaires, puisqu'il y a une loi de conscription qui est en cours, de mobilisation qui est en cours en Ukraine et qui concerne l'ensemble des jeunes. Loi qui, comme vous le savez, c'est une information publique, a été abaissée à 25 ans assez récemment. Donc on a évidemment des gens un peu plus jeunes que ceux qu'on pouvait trouver il y a encore quelques mois dans les formations que nous conduisions. Donc la moyenne d'âge est entre 30 et 40 ans. Voilà. Avec évidemment un petit pourcentage de vétérans qui ont déjà connu une partie de la campagne depuis 2022, mais aussi des vétérans, comme je disais, depuis le début, puisqu'en fait, quand on discute avec le commandant de brigade, qui lui est un officier de carrière, qui est en guerre depuis... Lui, il a dit hier au président, je suis en guerre depuis 2014, dans le Donbass notamment. Donc vous imaginez le poids de l'expérience dont on bénéficie. Et puis après, vous avez beaucoup de jeunes, évidemment, conscrits, puisque c'est une brigade qui est en cours de formation. Et c'est une brigade supplémentaire, voilà, c'est vraiment une régénération complète d'une ancienne unité. Donc beaucoup de nouveaux dans les rangs. Voilà. Et pour les profils, mais comme un peu l'armée de conscription qu'avait la France jusqu'en 1996, jusqu'en 1999, vous avez des profils très différents, avec ici de toutes les couches sociales ukrainiennes, et puis avec des niveaux de formation intellectuelle très différents. Voilà. Pour la partie soutien, comme je l'ai dit, c'est aussi une de nos priorités, c'est de l'intégrer à la manœuvre, parce qu'il n'y a pas d'opération sans soutien. Appui et soutien, notamment le soutien médical. Donc évidemment, tous les exercices intègrent le soutien médical. On fait jouer les nids de blessés, enfin, d'abord l'extraction du combattant, ensuite le nid de blessé, la prise en compte par la chaîne médicale. Ça, c'est très important. On le fait aussi en Pologne et tout ça. Enfin, c'est pas seulement pour cet entraînement-là. Et l'appui logistique, évidemment. Comment est-ce qu'on amène les munitions? Comment est-ce qu'on amène les vivres? Comment est-ce qu'on extrait les véhicules en panne? Tout ça est joué. C'est d'ailleurs pas simple sur tous les tas d'opérations. C'est un critère très important à prendre en compte pour être vraiment opérationnel. Il y a un point pour compléter sur le soutien. Il y a également une formation de maintenance qui a lieu en parallèle de la formation tactique et technique. C'est-à-dire que nous avons notre propre chaîne de maintenance qui forme les maintenanciers de cette brigade, qui sont d'ailleurs très bons, parce qu'ils ont l'habitude d'intervenir directement sur le terrain. On apprend également aussi beaucoup de leur propre doctrine. Ils ont une doctrine vraiment de l'avant, avec pousser les maintenanciers vers l'avant. Donc voilà, une formation complète aussi dans ce domaine. Je voulais revenir sur le temps de formation de 2 mois, notamment sur certaines spécialités. Je pense à l'AMX 10RC. On a vu qu'une partie des AMX qui avaient été déjà cédés à l'Ukraine avaient été employés d'une façon qui ne correspondait pas à la tactique française et donc n'avait pas les effets escomptés. Est-ce que 2 mois de formation suffisent ou faudra-t-il intégrer des formations spécifiques supplémentaires pour utiliser de la façon dont il faudrait? Bon, alors évidemment, s'ils avaient plus de temps, on y consacrerait plus de temps, ça c'est sûr. Mais ils sont dans l'urgence de la guerre en cours, ça c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément, c'est que dans le temps imparti, on arrive à leur... et comme l'a dit le colonel, ils sont quand même particulièrement motivés et particulièrement réceptifs à la formation, parce que quand vous allez employer pour votre combat national un matériel, vous écoutez l'instruction... très attentivement, et vous la restituez de façon très pratique. Ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, après, sur l'emploi qu'ils font de nos matériels,
Ils font selon leur doctrine, selon les contingences du terrain, si vous voulez. Ça, c'est difficile quand même de juger. Nous, on leur apprend ce que peut donner le matériel de meilleur en termes opérationnels sur l'emploi, comment est-ce qu'il faut le manœuvrer, l'utiliser, l'intégrer dans la manœuvre générale. Après, sur la ligne de front, je pense qu'ils font... En complément, ce qui est intéressant de constater au contact de nos camarades ukrainiens, c'est qu'on a affaire en fait, à un modèle qu'on avait un peu oublié en France et que je pense que moi-même je n'ai pas connu d'ailleurs, qui est un modèle où on a des conscrits qui arrivent et on doit les former rapidement parce que leur temps de service, à l'époque du service national par exemple, était plutôt court et que finalement, après une phase de formation initiale qui durait un mois et demi, on les formait très rapidement sur leur spécialité. Et, sans doute, y avait-il des unités d'appelés sur MX10RC qui étaient très rapidement opérationnelles. Et donc on redécouvre en fait cette urgence de la formation avec nos camarades ukrainiens, qui est moins le cas dans une armée professionnelle où on standardise beaucoup la formation, où on l'approfondit avant de déployer en mission opérationnelle nos militaires. Donc le temps qui est consacré à la formation peut sembler court, mais finalement il correspond aussi peut-être à des standards que nous avons perdus de vue depuis un peu plus de 20 ans, mais qui étaient aussi ceux des années 80-90. Oui, bonjour, Franck-Alexandre d'RFI. Une question pour le colonel Vansina. On vous a demandé d'entraîner cette brigade comme on combat en Ukraine. Alors concrètement, au quotidien, comment ça se passe? Vous mettez des drones en permanence? Est-ce qu'il y a le bruit de la guerre? Comment vous êtes adapté à cette demande? Oui. Alors, bonjour monsieur, je vous répondrai en plusieurs points. Bon, d'abord, on est très progressif, évidemment. Donc l'objectif, c'est qu'en fin d'action, d'ici 2 mois, pendant la phase de synthèse, on ait vraiment une mise en condition pendant les exercices de bataillon qui soit la plus réaliste possible. Mais évidemment, vous imaginez bien que quand on commence la formation d'un tireur de précision ukrainien sur le FRF2, qui est l'ancien fusil de tireur de précision de l'armée de terre jusqu'à maintenant, il faut quand même commencer à lui apprendre les fondamentaux du tir à moyenne et à longue distance, et puis des corrections du haut vent, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, de fait, il y a d'abord tout un fond de sac, comme on dit, à acquérir et qui, lui, va prendre un peu de temps. Et évidemment, pour acquérir ce fond de sac, il faut parfois être au calme, il faut prendre le temps de faire des séances très pédagogiques. Voilà. Donc non, on ne plonge pas d'emblée, dès la première semaine, dans une ambiance de combat, les soldats ukrainiens que nous formons. Mais ça va venir très rapidement et très vite, on les accoutume, en fait, oui, au bruit du combat par des artifices de simulation qui existent dans l'armée de terre. Et ça, c'est un point que je souhaite souligner en deuxième partie de réponse. Le fait drone, si j'ose dire, qu'il s'agisse de renseignement, de tir, d'observation, existe aussi dans l'armée de terre et que, bien évidemment, on l'emploie en permanence dans nos entraînements. Donc c'est pour nous, finalement, pas quelque chose de nouveau. Mais on partage beaucoup sur nos manières de travailler, l'un comme l'autre. Voilà. Mais ça, c'est intégré en effet très rapidement dans la formation. Le fait qu'il y ait une forme non pas de transparence, parce que ça serait un peu ambitieux, mais d'être capable de voir ce qui se passe dans la profondeur en permanence grâce à la troisième dimension. Et Franck-Alexandre d'RFI, une question pour le colonel Vansina. C'est important de régénérer les troupes, effectivement, dans un conflit de haute intensité. Justement, comment ils perçoivent les cadres de cette brigade? Comment perçoivent-ils cette formation? Quels sont vos échanges? Est-ce que pour eux, c'est un moment à la fois de respiration puis de montée en gamme? Ils arrivent à se projeter, pour le moral, c'est fondamental. Comment ils le vivent, ces moments avec vous? Alors, je pense qu'en effet, pour beaucoup de cadres, notamment de vétérans, et même pour les jeunes gens ukrainiens qui sont arrivés, ce qui est frappant quand on a un premier contact, c'est qu'ils arrivent dans un pays en paix. Et même si on peut vivre en Ukraine dans des zones qui ne sont pas forcément sous le feu ou bombardées en permanence, je pense qu'il y a un stress qui s'estompe d'emblée quand on franchit quelques centaines ou presque milliers de kilomètres et qu'on vient s'entraîner en France. Donc ça, c'est un aspect qui en effet est très important et qui, je pense, leur donne de la sérénité dans le travail. De la sérénité dans le travail. Vous avez sans doute suivi qu'il y a des camps ukrainiens qui sont bombardés régulièrement. Ici, il n'y a quand même pas ce risque-là. Voilà. Ensuite, le partenaire, il est très exigeant, évidemment. Et lui, dans ses exigences, quelque part, il n'a rien à perdre. C'est-à-dire qu'il demande le maximum, il est en guerre, et il demande tout ce qu'il peut.
Donc il faut répondre à cette exigence, évidemment, c'est notre mission. Une exigence dans nos compétences, dans les compétences qu'on met à son service. On a mis nos meilleures compétences à son service dans tous les domaines, comme l'a dit le général Dijon-Wallart. Et puis exigence aussi dans le rythme à tenir dans la formation. Voilà. Et puis il est aussi exigeant dans les conditions de vie, bien sûr, sur les conditions de soutien, et puis sur la possibilité de ne pas arriver avec dans 2 mois une brigade qui soit épuisée. Voilà. Donc il y a ce juste équilibre à trouver dans le rythme de formation entre la densité de la semaine de travail et puis les moments de respiration, de sport, de repos, de préparation aussi morale à l'engagement. Voilà. Donc à la fois ce partenaire qui, je pense, trouve un peu de sérénité dans le travail, ici, sur les camps du Grand Est de la France, où on est dans une zone de paix, et puis un partenaire très exigeant, notamment ces cadres vétérans qui attendent beaucoup, qui sont très regardants. Maintenant, ils ont aussi beaucoup de respect, pour terminer, ils ont aussi beaucoup de respect, ils connaissent les compétences militaires françaises. On ne va pas parler d'excellence parce que ça serait un peu orgueilleux de le dire, mais voilà, ils ont conscience aussi qu'on est une armée d'emploi qui a été déployée de longues années sur un théâtre d'opération, parfois un peu dur, et donc ils ont aussi beaucoup de respect pour le savoir-faire militaire français. Oui, rebonjour, Nicolas Kyoko du JDD. Vous avez évoqué assurer la sécurité des activités. Est-ce que par là, vous voulez dire qu'il y a une surveillance particulière sur ce camp ? Alors, bien sûr, c'est une activité qui n'est pas anodine, puisqu'on est dans un contexte quand même particulier. Et donc, on a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. D'abord, des emprises militaires sur lesquelles ça se situe, les camps, donc, qui sont des zones vastes, entrecoupées de routes civiles. Enfin, il y a des choses à prendre en compte en termes de sécurité. Protection du contingent ukrainien, de nos infrastructures, de nos transits, enfin, il y a tout un dispositif de sécurité. Il y a un groupement, comme l'a dit le colonel, qui est dédié à ça, de la force. Et puis après, on s'inscrit dans la sécurité générale assurée par les forces de sécurité intérieure, les préfets de zone, tout à fait classique. Mais c'est un sujet qui est très pris en compte, y compris sur la lutte anti-drone, y compris sur la cyber, y compris sur toutes les menaces auxquelles on peut être confronté aujourd'hui. Oui, c'est très important, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Général. Intérêt. Merci beaucoup, Colonel, d'avoir pu vous connecter à distance. Merci pour cet éclairage très intéressant. Et nous allons passer maintenant au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Vernet, porte-parole de l'état-major des armées. Colonel, c'est à vous. Merci, Madame la Directrice. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, ce point de situation, ce tour d'horizon, va commencer bien entendu avec le soutien à l'Ukraine, puisque, comme vous l'avez entendu, la France poursuit son soutien résolu à l'Ukraine par les formations complètes, cohérentes et adaptées aux besoins exprimés par le partenaire dans le cadre de cette mission d'assistance militaire de l'Union européenne, EUMEM. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc, ce qui a été évoqué aujourd'hui en France ne s'arrête pas là, puisqu'en Pologne, les militaires français poursuivent la formation de bataillons ukrainiens complets. Ainsi, au 15 septembre 2024, c'était déjà plus de 14 000 soldats des forces armées ukrainiennes qui ont été formés par les armées françaises, dont plusieurs milliers en Pologne. Eh bien, ce qui distingue l'offre de formation française, c'est qu'elle vise à pouvoir être exploitée directement sur le champ de bataille et à produire des effets durables. On reste sur le flanc oriental de l'Alliance, où, aux côtés de leurs alliés, les militaires français s'engagent au quotidien pour la sécurité collective en adoptant une posture opérationnelle permanente. D'abord en Roumanie, le bataillon multinational Forward Land Forces Battle Group a conduit cette semaine des exercices de préparation opérationnelle dans le domaine du tir et du combat de génie. Ces exercices sont les jalons de l'exercice de poste de commandement de niveau brigade qui s'appelle Dacian Fall 24 et il participe à la capacité du battle group à passer sur très court préavis à l'échelon brigade. En parallèle, le groupe commando du bataillon multinational mène un partenariat militaire opérationnel d'action en zone urbaine, Azur, avec une compagnie du 341e bataillon d'infanterie roumain à Toprezar. Les objectifs de cette formation sont multiples. Échange des savoir-faire avec les alliés roumains, poursuite de l'entraînement dans un contexte interarmé et interallié.
On passe à l'Estonie, où les alliés, dont la France, sont en capacité de renforcer leur présence permanente à tout moment. Le déploiement récent de la compagnie d'infanterie légère en est l'incarnation. Cette semaine, cette compagnie a participé à une compétition de tir, notamment avec les soldats estoniens. Ces moments d'échange sont le socle de la forte cohésion qui soude les soldats français et estoniens. Ce déploiement à titre bilatéral renforce les capacités opérationnelles estoniennes avec des matériels de premier rang et démontre l'excellence des liens bilatéraux entretenus. D'autre part, dans le sud de l'Europe, en Grèce maintenant, du 30 septembre au 11 octobre, les forces aériennes de l'OTAN participent à l'exercice Ramstein Flag 24. Au cours de cet exercice interallié de grande envergure, ce sont plus de 130 avions de combat qui ont été mobilisés en provenance de 12 nations de l'OTAN. Pour la France, nous avons engagé 8 Rafales, un MRTT et un E-3F, avion de surveillance. Ramstein Flag est un exercice tactique parrainé par le commandement aérien allié, AIRCOM, et il vise à offrir aux nations participantes des possibilités d'entraînement de haut niveau, intégrant des scénarios réalistes dans un environnement opérationnel dense et complexe. Il démontre la capacité des alliés à opérer ensemble pour assurer une posture défensive et dissuasive de l'OTAN. Dans la zone atlantique, les activités opérationnelles se poursuivent avec le déploiement de plusieurs bâtiments de la Marine nationale. En mer Baltique, tout d'abord, le 30 septembre, le chasseur de mines tripartite Sagittaire a quitté Riga en Lettonie. Le 1er octobre, il a retrouvé le chasseur de mines finlandais Vaterpa, avec lequel il a effectué une patrouille conjointe de 3 jours. Un officier de liaison de la marine finlandaise a été accueilli à bord du CMT, facilitant par là les échanges. Durant cette manœuvre, ils ont réalisé des exercices de guerre des mines et des exercices de navigation. Et toujours en Baltique, depuis le 25 septembre, la frégate française déployée dans la zone a patrouillé en coordination avec la frégate allemande Essen au large de Kaliningrad afin de surveiller les frontières aériennes des pays alliés de la zone. Les 2 frégates en ont également profité pour conduire un entraînement conjoint, renforçant ainsi leurs connaissances mutuelles et leur interopérabilité. Ces déploiements opérationnels en Atlantique Nord s'inscrivent dans une logique dissuasive, non agressive, non escalatoire, et participent directement au renforcement de la posture défensive de l'Alliance sur le flanc Est. On descend un petit peu au sud. Cette semaine, la frégate, la FLF Aconite et un sous-marin français vont se rendre en Méditerranée occidentale, au large du Maroc, pour participer à l'exercice bilatéral franco-marocain Chebec 24. Aux côtés des bâtiments français, 2 corvettes marocaines participeront à l'exercice. Pour cette 30e édition de Chebec, les marines des 2 pays conduiront des opérations aéromaritimes en mer d'Alboran et le long des côtes marocaines. Pour la première fois, des exercices de lutte anti-sous-marine seront réalisés, permettant un entraînement de haut niveau dans un scénario complexe avec des moyens de premier rang. L'objectif de cette coopération opérationnelle, qui s'inscrit dans une relation d'amitié entre la marine marocaine et la marine nationale, est de consolider l'interopérabilité des 2 nations riveraines de la Méditerranée. On passe en Méditerranée orientale, puisqu'en réponse à la situation au Proche-Orient, en s'appuyant sur des moyens régulièrement positionnés en Méditerranée orientale, les armées ont renforcé la semaine dernière et à titre de précaution leur dispositif militaire afin d'être en mesure de faire face à toute détérioration de la situation. Ainsi, depuis le 30 septembre, les armées françaises ont déployé dans la zone un porte-hélicoptère amphibie et son escorte sur court préavis. Par ailleurs, une frégate continue de patrouiller afin de maintenir la permanence de la présence française dans la zone et contribuer aux capacités d'appréciation autonome de situation. Toujours en Méditerranée orientale, un A400M de l'armée de l'air et de l'espace s'est posé à Beyrouth le 8 octobre afin d'acheminer plus de 10 tonnes de fret humanitaire et médical du Centre de crise et de soutien, le CDCS, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On passe à Aspides, puisque depuis le 29 septembre, une 2e frégate française est passée sous le contrôle opérationnel du commandant de la zone maritime Océan Indien, et il s'est intégré à l'opération Aspides. Ainsi, du 5 au 6 octobre, une des frégates françaises opérant au sein de cette opération a accompagné 3 navires de commerce pendant leur transit en mer Rouge, garantissant ainsi la liberté de circulation de Suez à Ormuz.
Et on termine dans cette zone avec Djibouti, puisque le 7 octobre, un largage de parachutistes a été organisé sur la base aérienne 188 de Djibouti au profit de membres du RAID et du GIGN djiboutien, ainsi que de militaires français des forces françaises à Djibouti. Les parachutistes ont effectué leur saut opérationnel à partir d'un avion de transport DFFDJ, et cet entraînement conjoint à la demande du partenaire a permis de renforcer les liens entre les membres des forces de sécurité intérieure djiboutiens et les militaires français. En Afrique maintenant, où les forces françaises s'engagent au quotidien auprès de leurs partenaires pour mener des actions de coopération adaptées aux besoins de chaque pays. On revient sur Corim. Le 8 octobre, le porte-hélicoptère amphibie, le PHA Dixmude, est entré en zone d'opération Corim. L'arrivée du PHA dans le golfe de Guinée souligne l'attachement de la France à contribuer avec ses partenaires à la sécurité des espaces maritimes d'Afrique de l'Ouest en soutien à l'architecture de Yaoundé. Le PHA Dixmude embarque à son bord un groupement tactique embarqué et un groupe aéromobile. En parallèle, et toujours dans le cadre de l'opération Corimbe, les 1er et 2 octobre, au large des côtes de Bata, en Guinée équatoriale, le patrouilleur de haute mer, commandant Ducoin, a embarqué une trentaine d'élèves de l'école navale à vocation régionale de Tika pour une séquence de formation. À bord du bâtiment français, les élèves des marines partenaires ont notamment découvert et armé le poste de quart. Ensuite, le commandant Ducoin a poursuivi sa patrouille en direction du Cameroun, où il a réalisé une escale valorisée à Douala. Les partages d'expériences réalisés pendant ces séquences participent de l'efficacité de la mission Corimbe dans son soutien à l'architecture de Yaoundé. Au Sénégal maintenant, du 30 septembre au 11 octobre, un exercice conjoint de combat en zone urbaine se déroule au centre d'entraînement tactique de Thiès. Cet exercice rassemble des formateurs sénégalais spécialisés dans le domaine du combat en légalité et les cadres des éléments français au Sénégal, des EFS. L'objectif est bien de consolider les savoir-faire dans le domaine exigeant du combat en milieu urbain. À travers ce partenariat de techniques de combat nécessitant une véritable expertise, le Sénégal et la France poursuivent leur engagement commun pour assurer la sécurité et la stabilité en Afrique de l'Ouest. Plus à l'est, au Tchad, les forces françaises au Sahel réalisent actuellement, à la demande du partenaire tchadien, différentes missions de partenariat militaire opérationnel au profit de l'armée tchadienne, mais également des pompiers civils tchadiens. Ainsi, les pompiers militaires de l'escadron de sécurité incendie-sauvetage des forces françaises au Sahel ont formé cette semaine 40 stagiaires au secourisme. De plus, au Gabon, du 30 septembre au 11 octobre, une section du groupe d'intervention spécialisé de la garde républicaine gabonaise a bénéficié des installations du camp de Gaulle pour mener une formation de ces groupes d'intervention. Cette séquence, organisée par la garde républicaine gabonaise, vise à approfondir leurs compétences techniques dans le domaine du tir, du secourisme au combat, ou encore dans les techniques de combat corps à corps. On passe à l'Indo-Pacifique. Dans la nuit du 1er au 2 octobre, l'antenne médicale militaire des forces armées en Nouvelle-Calédonie, les FANC, a pris en charge une urgence vitale au profit d'une habitante du Mont d'Or Sud. Sur court préavis et lorsque sa condition s'est stabilisée, un hélicoptère NH-90 Caïman des FANC, avec une équipe médicale du SAMU 988 à son bord, ont évacué la patiente vers le Medipôle de Nouméa. Engagés sur des missions d'urgence aux côtés du personnel soignant de Nouvelle-Calédonie, les FANC s'engagent en permanence pour porter assistance aux populations. Toujours dans l'océan Pacifique, depuis le 28 septembre, le bâtiment de soutien et d'assistance d'outre-mer Bougainville patrouille dans le cadre de la mission Pacifique Haïto aux îles Marquises. Au cours du transit vers la zone d'opération, l'équipage a réalisé sa mise en condition finale, notamment par des entraînements conjoints avec le détachement embarqué du régiment d'infanterie de marine Pacifique Polynésie, le RIMAP-P. Une fois arrivé sur zone, les premiers exercices de reconnaissance de plage ont commencé à Nukuiva et Uakuka. D'autre part, la frégate de surveillance prairiale a quitté Papeete le 3 octobre pour débuter sa mission Asie 24.2. Le déploiement de cette frégate prairiale s'inscrit dans le cadre de la contribution de la France, nation souveraine et riveraine du Pacifique, au profit d'un espace indo-pacifique libre et ouvert. La frégate patrouille maintenant dans le Pacifique et se dirige vers la mer des Philippines, où il doit faire escale à Cebu à compter du 22 octobre. Enfin, les forces armées en Polynésie française se préparent à faire face aux catastrophes naturelles avec l'exercice Cyclonex 24. Cet exercice, conduit annuellement en début de saison cyclonique, valide la capacité opérationnelle des FAPF
à soutenir l'action de l'État dans le cadre de secours aux populations après le passage de cyclones. Et dans la zone sud de l'océan Indien, du 30 septembre au 5 octobre, 8 démineurs mauriciens ont bénéficié d'un entraînement conjoint avec les démineurs français pour faire face aux menaces IED, Improvised Explosive Device. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la coopération avec les acteurs de la sous-région de l'océan Indien et répond aux objectifs suivants à la demande du partenaire. Partager et échanger sur les connaissances d'intervention sur les colis suspects, développer les interopérabilités dans le cadre des accords existants entre les partenaires. En parallèle, à Madagascar, depuis le 7 octobre, le détachement du 5e régiment étranger a débuté une formation conjointe au profit des forces armées malgaches. Durant 2 semaines, les légionnaires vont mener avec le bataillon du génie malgache des instructions dans le domaine du combat de génie. Ainsi, cette formation menée d'égal à égal à la demande du partenaire renforce la coopération entre les 2 pays. On passe à la zone anti-Guyane, puisque dans le sud de la Guyane, les patrouilles conjointes des forces armées en Guyane avec les forces de sécurité intérieure continuent pour lutter contre l'orpaillage illégal. L'occupation du terrain permet de stopper immédiatement la reprise de ces activités illicites. Après son escale à Carthagène en Colombie, donc du 28 septembre au 1er octobre, la frégate de surveillance Germinal a mené plusieurs exercices aéromaritimes avec la frégate Antioquia des forces navales colombiennes. Les 2 bâtiments ont ensuite patrouillé conjointement dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, le Narcops, en mer des Caraïbes, avant que le bâtiment ne rejoigne le Panama pour une escale dans le port de Colón. Plus au nord, du 1er au 4 octobre, la frégate de surveillance Ventose a mené, elle aussi, des manœuvres conjointes avec le Valiant, qui est un navire des gardes-côtes américains, avant de réaliser une escale à Key West en Floride. Cette escale fut l'occasion pour l'équipage français de partager son expérience dans le domaine de la lutte contre le narcotrafic dans la zone antillaise avec les Américains. Ces actions contribuent au développement et à la consolidation des liens de coopération militaire développés par les forces armées Antilles avec leurs alliés et les partenaires de la zone Caraïbe au profit de la sécurité régionale. Ceci conclut ce point de situation. Je suis prêt à répondre à vos questions. Bonjour, merci, colonel. Une précision quant à Aspides. Vous avez mentionné l'entrée le 29 septembre d'une 2e frégate française sous le contrôle d'Alindia. Est-ce que ça signifie qu'une 2e frégate est intégrée à Aspides ou est-ce qu'il s'agit d'une relève? Si ce n'était pas suffisamment clair, il s'agit d'une relève. Donc effectivement, il y a un temps commun, mais c'est vraiment le cadre d'une relève. Bonjour, mon colonel. Concernant le PHA qui est au large du Liban ou en Méditerranée orientale, est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur son activité et là où peut-être il est actuellement? Alors, vous savez que ce PHA est là dans le cadre d'une posture qui nous permet de nous assurer qu'on est prêt. Et bien évidemment, lorsque ce bâtiment n'est pas à la mer, eh bien, il permet de faire l'entraînement permanent de l'ensemble du personnel qui est à bord. Donc ça veut dire des exercices de plageage, ça veut dire toute la coordination, parce que c'est, comme j'ai expliqué la semaine dernière, c'est un couteau suisse. Et il faut bien que tout s'organise et se coordonne de la meilleure façon. Donc le temps est mis à profit pour réaliser des entraînements continus de l'ensemble des personnels impliqués dans cette opération. Ça répond à votre question? Merci. Je vous souhaite une très bonne après-midi et vous donne rendez-vous la semaine prochaine, point presse, donc jeudi prochain à 11h.